Bienvenue sur l'Oasis de la Chaumière. Je suis ici en reportage. Alors, on est sur une ferme où on fait essentiellement de l'élevage, avec une approche à la fois agroforestière et permaculturale. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Qui êtes-vous? Et puis comment vous en êtes arrivés tous les deux à mener ce projet de ferme? Ok, avec plaisir. Moi c'est Henri Gouteau, j'ai 34 ans. Pourquoi on est ici En fait, donc ça fait 5 ans qu'on est ici, qu'on développe ce projet de micro-ferme en permaculture. C'était assez mûrement réfléchi, disons que ça fait 10 ans qu'on s'intéresse à la permaculture. En fait, moi j'étais à l'origine employé dans une entreprise d'arboriculture en biodynamie qui s'appelle Cotonantec. Et donc, vers l'âge de 18 ans, j'ai arrêté un peu l'école directement. J'avais fait le souhait d'aller travailler directement. Et donc, je me suis retrouvé cueilleur de pommes. Donc voilà, je suis allé directement cueillir les pommes. Et de fil en aiguille, j'ai évolué un petit peu dans cette entreprise-là. Donc, j'ai découvert un petit peu toutes les facettes d'une exploitation en arboriculture en biodynamie. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs postes dans cette entreprise-là. J'ai fait donc cueillette, j'ai travaillé calibrage, j'ai fait étiquetage, transformation des produits. Et puis après, je suis plus orienté sur la partie commerciale. Et donc pour la partie commerciale, il a fallu que je m'informe pour bien comprendre le produit que je vendais. Et on travaillait vraiment en biodynamie. Donc du coup, c'est un peu l'origine, ça a été ça. C'est-à-dire je me suis vraiment intéressé à ce qu'est la biodynamie. Et donc voilà, le premier moteur, ça a été ça. Et pour bien vendre du coup ces produits-là. Et pour aller plus loin, du coup, donc, à force de recherche un peu internet, ça a vraiment été ça un petit peu, je suis tombé un jour sur la permaculture. Et donc voilà, j'ai mis le pied dedans. Et voilà, donc c'est ça qui m'a. C'est ça un petit peu qui m'a lancé. Je sais pas comment le lancer. C'est l'arrivée de Maïs aussi. Oui, donc ça a été vraiment la recherche de savoir ce qu'était la biodynamie qui m'a lancé sur la permaculture. Et puis en parallèle, on a eu l'arrivée de notre petite fille qui s'appelle Maïli, qui a 7 ans maintenant. Et c'était un petit peu le déclic. C'est vrai qu'on trouvait qu'on marchait un petit peu sur la tête voilà, dans le système où on en est. Et le vrai lancement, ça a été de retrouver de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment apprendre à faire les choses par nous-mêmes. On voulait retrouver l'autonomie sur notre façon de réfléchir, sur notre façon de penser. Donc forcément, l'autonomie alimentaire. Donc être capable d'assumer nos productions, d'assumer notre alimentation. Ça a vraiment été le point essentiel et toutes les recherches ont démarré d'abord sur ça, l'autonomie alimentaire. Voilà. Par la suite, forcément, c'est l'autonomie énergétique et le bâti. Donc on avait vraiment le choix de savoir construire. Donc on a fait un premier projet de construction, c'était sur les alentours de Nantes, un projet d'autoconstruction d'une maison. On était un peu dans le lancement de l'habitat écologique, on était un petit peu entre les deux. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas encore tout de suite lancé sur des constructions 100% naturelles à l'époque, à savoir de la paille, de la terre ou autre. Mais on a fait des solutions un peu hybrides avec des constructions en briques, etc. Donc ça, c'était le premier projet. J'étais toujours salarié au moment de cette autoconstruction-là. En parallèle, mon poste avait évolué, donc je me suis retrouvé responsable d'une entreprise de distribution de paniers biologiques sur Nantes. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 5 ans. Et puis un jour, voilà, le déclic s'est lancé. On voulait vraiment déjà être notre propre patron, parce que ça allait de pair aussi avec l'autonomie qu'on avait en tête. Et du coup, le déclic s'est passé, donc ça a été assez rapide, parce qu'en fait, on a simplement fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. En parallèle, du coup, j'ai pu faire une formation avec le DIF, le droit individuel à la formation, pour faire un CCP de permaculture. Donc moi, ça a été au bec et loin, donc du coup, qui avait été financé par l'entreprise. Et là, ça a été le déclic, quoi. On a fait 2 semaines d'immersion
avec 30 personnes passionnées par la permaculture. C'est intense. Voilà, très très intense. Et nous, ça a vraiment été le déclic, c'était de se dire, on n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas des huberlus à vouloir trouver l'autonomie, à vouloir se lancer paysan. C'est un retour que j'ai aussi très souvent dans les stages notamment. C'est des gens qui disent « Ah mais je suis pas tout seul !» Oui, c'est ça. Parce qu'avant quand j'en parle avec ma famille, dans mon taf, ouais. C'est compliqué. C'est exactement ça, quoi. C'est un déclic. Ouais. Il y a eu ce côté vraiment rassurant, comme tu dis, voilà, de se retrouver à plusieurs. Et puis on a pu échanger avec des personnes qui avaient déjà des projets en cours, avec d'autres personnes qui étaient en réflexion. Et ça, c'était le vrai moteur. Et ça, en fait, quand je suis revenu de mon CCP au Bécolan, donc ça fait maintenant 6 ans, 2013, et bien du coup, on s'est mis tout de suite en recherche de lieux. On avait plusieurs idées, plusieurs opportunités. Et puis on est tombé donc ici à Remouillé, sur une petite ferme qui était en fait une ferme pédagogique où il y avait déjà un petit peu d'élevage. Il y avait une quinzaine de brebis, il y avait un petit peu d'élevage de poulets et une pension canine. Donc voilà, ça a été très rapide. Un jour, je me rappelle, c'était un 15 janvier. C'était un 15 janvier, ouais, on s'est retrouvés sur la ferme. Et puis voilà, j'avais en fait, pour ainsi dire, jamais vu une brebis, si on peut dire. Et on s'est retrouvés en plein hiver, en période d'agnellage. Et puis en fait, c'était lancé, quoi. C'était lancé, quoi. Et 4 jours après, on était avec 2 agneaux dans l'arrière-cuisine à nourrir au biberon. Voilà, c'est ça. Ouais, direct dans le grand bain. Ah ouais. Direct dans le grand bain. Donc c'est vrai que nous, on a toujours eu, j'ai toujours eu un profil un peu autodidacte, quoi. Donc j'étais vraiment partisan de, on saute dans l'eau, on apprend à nager. J'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça. Là, pour le coup, c'était quand même une sacrée vague, quoi, une sacrée claque. Mais on a appris très très vite, quoi. Parce qu'on n'a pas eu le choix, on s'est retrouvé entouré du vivant du jour au lendemain. Les animaux étaient là et du coup, voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pour... Le régime, il fait plus entendre son besoin qu'un légume, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on entend plus un agneau... Ouais, et c'est plus en bande, d'habitude. Complètement, ouais. Donc voilà, le premier moteur, ça a été ça. Il y a eu aussi autre chose, ça a été la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir voyager. On a eu l'opportunité d'aller au Vietnam et de voir vraiment les contrastes, quoi. Vraiment voir cette coupure entre ce qui passe à l'autre bout du monde et nous voir dans nos situations ici actuelles là. Et c'est vrai que c'était un vrai déclic aussi de se dire voilà, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, en fait, de voir comment un humain est capable de vivre à l'autre bout du monde et comment nous ici on peut vivre. Ça nous a vraiment posé des questions et c'est vrai que le voyage et le fait d'avoir pu découvrir tout ça, c'était un déclencheur aussi en parallèle. Voilà, je peux te dire pour l'instant déclenchement. Donc moi, Hélène, avec Henri, on se connaît depuis 18 ans. Donc c'est lui qui a l'initiative, on va dire, du projet de la permaculture, puisque en fait moi j'ai fait 10 ans dans le milieu bancaire, donc à l'extrémité en fait du bio. Voilà. Mais mes parents sont quand même ont été maraîchers pendant 40 ans. Sur une petite exploitation, 4 hectares, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a de moins en moins. En tout cas, des petites exploitations maraîchères comme ça de 4 hectares. Donc maintenant, ils sont à la retraite. Et en fait, je leur avais toujours dit jamais je ne travaillerai dans la terre, puisque je les aidais pour les vacances, etc. Ce n'était pas quelque chose qui me plaisait, mais pour eux, je les aidais en fait. Et quand on leur a dit qu'on reprenait une ferme, ils ont eu un peu peur, mais maintenant, voilà, ils nous accompagnent dans notre projet. Je pense que voilà, ils sont heureux pour nous. Et nous, on est aussi très heureux d'avoir fait, on va dire, ce virage à 180. Je ne reviendrai pas en arrière sur ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. On fait ça aussi, voilà, pour l'autonomie, pour nos 4 enfants, puisque donc on est arrivé avec Maïli il y a 7 ans, qui avait 2 ans, et depuis il y en a eu 3 autres. Donc moi voilà, sur la ferme, je suis en congé parental pour m'occuper des enfants. J'aide Henri également. Mais voilà, et donc au tout début, quand on s'est installé, moi je continue à travailler
moi j'ai arrêté en 2017, novembre 2017 pour m'occuper des gars. Et donc, moi j'ai eu vraiment le déclic de la permaculture quand j'ai fait mon CCP à Terre-Paille et compagnie, à Champagny-Saint-Hilaire. Avec Pascal Despienne Avec comme Pascal fondateur. Despienne, voilà. Donc, c'est surtout, voilà, un moment magique avec 25 participants d'horizons différents. On ne se rend pas forcément compte quand on a fait l'expérience. On pense surtout au programme pédagogique qui est ambitieux, hein, c'est important, mais tant qu'on n'a pas fait CCP, on se rend difficilement compte de l'expérience collective qui est vécue. C'est vraiment ça, c'est une expérience à part, et j'avoue que voilà, je l'ai fait parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse pour mieux comprendre la permaculture. Parce que même si Henri m'aide beaucoup à comprendre des principes et que moi-même maintenant j'arrive à apprendre également, j'avais quand même cette appréhension de quitter quelque chose où j'étais bien ici, de laisser mes enfants, voilà. Et finalement en fait ça a été 12 jours mais magiques où vraiment je me dirais bien que je referai un petit CCP autre part, mais franchement c'est une très belle expérience. Donc voilà, donc moi sur la ferme, voilà, j'accompagne Henri, on réfléchit ensemble à ce qu'on met en place sur la ferme, voilà, mais je suis plus, c'est vrai, à m'occuper des enfants, puisque 4 enfants demandent quand même de l'énergie, voilà. Mais on est hyper contents de ce qu'on, dans le cadre, ici ils évoluent dans un cadre quand même, je pense, sympathique, où ils peuvent eux-mêmes faire des expériences. Voilà, donc c'est chouette. Ok, donc là, on est face au plan des sites. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tout ça est structuré? Ouais, donc du coup, en fait, on a vraiment réfléchi sur le système de zonage. Donc, de ce côté-là, dans l'angle ici, c'est le plein sud. Le plein sud est là, avec le nord ici. Donc, on a une orientation où le nord est en haut à droite de l'image. Voilà, c'est ça. Et donc, en bas à droite de l'image, ici, on a la maison d'habitation, qui est ici. Après, on arrive ici dans la partie où on a fait la serre, et puis poulailler, garage et stockage. Ici, donc, on a une petite zone un peu privée avec le jardin pour les enfants. Dans cet espace-là, c'est le parc pour mes chiens. Quand on avance ici, on continue, donc dans la zone plutôt 1 ou 2. Qui est structuré, on voit bien le jardin mandala sur le plan. Ici on est vraiment sur la zone de jardin travaillé à la main, avec le mandala, spirale aromatique et les buts de culture. Derrière ici, c'est une zone un peu de ressourcerie, donc en fait où on fait nos stockages un petit peu de ressources, le bois, etc. Ici à l'arrière, là, on a une zone un petit peu, c'est les dernières rétentions d'eau, donc c'est un point d'eau avec la mare et la phytoépuration qui est connectée dessus, quoi. Ensuite, on a tout un chemin d'accès qui nous amène ici à l'ensemble des parcs à poulets en rotation avec les cultures. Donc tout ça, voilà, est grillagé, tous les parcs là. Ici, quand on continue, on a encore nos parcs avec l'élevage de poulets, en fait, qui est vraiment concentré dans cette zone-là. On est en rotation, donc on pourrait dire vraiment sur toute cette zone-là. Et ici, on arrive sur le bâtiment qui est l'ancienne bergerie. C'est vraiment le bâtiment qu'on peut dire agricole, qui nous sert d'accueil. Voilà. Et en arrière-plan, voilà, dans la partie au sud, on arrive plus sur les pâtures dynamiques pour les moutons. Alors ça, c'est évolutif, ce sera les futures zones de camping arborées avec l'intégration des arbres. Dans toute cette zone-là, dans la partie haute, donc là, on est un petit peu plus haut au niveau de la topographie. Là, on est vraiment sur de la prairie permanente, où on fait pâturer les moutons. Le design va être évolutif. C'est sur cette zone-là, on va vraiment travailler sur le système agroforestier là, qui est en cours de réflexion pour la suite. Ouais. Les lignes qu'on voit en pointillé, ça correspond... Alors, toutes les lignes bleues ici, ça, c'est les drainages. Parce qu'en fait, on avait des drainages communs. Donc du coup, il m'a semblé pertinent d'intégrer dans le design les drainages existants pour travailler voilà, sur la topographie et la gestion de l'eau, quoi. On peut apercevoir d'autres lignes ici, donc là c'est les collecteurs de drains. Toute cette zone là n'est pas drainée.
Voilà, après on a d'autres lignes qu'on voit un peu moins, mais ça ce sera les courbes de niveau dont je vous parlerai tout à l'heure. On a une belle courbe de niveau qui se situe à ce niveau-là, quoi. Très bien. Et on a dans la partie centrale à droite. Alors ici qu'est-ce que c'est? Ouais, ici c'est une zone en réflexion là pour le moment. Là l'idée c'était d'intégrer un verger permaculture. Là l'idée c'était de concentrer un maximum d'essence végétale sur une petite surface. D'accord. Donc on est structuration en fruitière, en trio peut-être? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On était sur l'idée du pépin, noyau et fixateur. Ouais, exactement. D'accord. Bon, ça c'est une première esquisse parce que ça fait 6 ans qu'on est là, mais on est toujours dans l'observation du lieu et on se rend compte que cette zone-là serait peut-être plus adaptée à autre chose. On en parlera plus tard. Parce qu'on est sur une zone un petit peu humide. Donc voilà. D'accord. Très bien. Petite question technique qui aura sans doute dans le public, c'est quel logiciel tu utilises pour faire ça? De longues recherches pour trouver le logiciel qui permet de faire à l'échelle. Donc ce logiciel c'est Sweet Home 3D. C'est un logiciel qui à l'origine est fait pour faire les maisons. Mais du coup en fait on se retrouve à pouvoir faire quand même avec... Voilà, ça fonctionne sous Windows, je suppose. Il fonctionne sur Windows, sur Mac. C'est un logiciel qui a la particularité d'être open source, donc c'est-à-dire vous pouvez tous le télécharger. Il y a des développeurs qui travaillent dessus en permanence, donc vous pouvez échanger. Vous le retrouvez en version stabilisée pour une dizaine d'euros si vous le voulez. Alors nous voilà rendus dans les pâtures. Comment tout ça est structuré?
Donc du coup ici on travaille sur du pâturage, ce qu'on appelle pâturage tournant, hein, avec une orientation au pâturage dynamique. Donc ici en fait on a fait des zonages avec une première pâture ici. Alors on est environ sur 7 à 8 000 m² par pâture. Et donc en fait on a fait 5 parcs différents. Donc un ici et puis 4 autres qui s'étendent là. Ici on couvre environ 4 hectares, 4 hectares et demi. Et l'idée, donc voilà, c'est la zone qui nous permet de nourrir un peu nos brebis. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les parcelles dans la partie extérieure, et toutes ces parcelles-là sont reliées avec un couloir qui est accolé du coup à chaque pâture. Ce système-là, en fait, il me permet qu'avec chaque pâture d'avoir accès à une zone zéro pour les brebis, c'est-à-dire pour faire un nourrissage au foin quand on est en période un peu humide où on a besoin de matière sèche, de gérer au même endroit l'abreuvement, et puis de gérer aussi au même endroit la contention quand on a besoin de travailler sur une brebis, quoi. Et quel semis tu as réalisé dans les prairies? Alors ici on est parti sur ce qu'on appelle une prairie permanente, donc permanente comme ça l'indique. Donc là on est parti sur 5 trèfles différents, donc c'est des trèfles nains, des trèfles blancs de variétés différentes. On a mis 2 raygras différents, de la fétuque, du lotier et du plantain. Donc là cette année, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait les semis en période assez sèche. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'est le trèfle vraiment qui a pris le dessus. Donc là on se retrouve en fait avec une prairie qui est vraiment très très chargée en trèfle. Alors en soi c'est plutôt une bonne chose parce que le plus dur à implanter ça reste le trèfle. Tout ce qui est fétuque, raigra va pousser un peu plus tard, donc c'est pas du tout un souci. Et donc on a pu voir tout à l'heure, j'ai fait des déplacements, donc je suis obligé de travailler de manière un peu plus dynamique, c'est-à-dire que les moutons je les mets dans d'autres zones de la ferme où on a des végétations un peu plus ligneuses, un peu plus pauvres. Donc du coup j'utilise les brebis pour faire le nettoyage, donc je les laisse pâturer toute la matinée de manière à ce qu'elles se chargent un peu en matière comme ça, un peu plus ligneuse, et puis après l'après-midi je les sors 2-3 heures sur cette végétation qui est un peu plus riche. Voilà. D'accord. Et donc au fil de l'année, toute la rotation va se passer dans nos 4 hectares et demi. Voilà, alors au fil de l'année, les rotations vont se passer sur 4 hectares et demi et un peu plus, parce que là on est vraiment sur la partie ultra productive avec vraiment de l'herbe de qualité. Mais les 3 autres hectares de la ferme, on a des petites zones tout le temps à nettoyer un petit peu. Donc là les brebis permettent d'entretenir le site sur quasiment 7 hectares, quoi. On a combien de brebis en vitesse de croisière? Alors en général on compte 5 à 7 brebis par hectare. Donc ça c'est vraiment une moyenne. Après bien sûr on a besoin d'un peu plus de chargement au printemps, aux périodes de pousse, mais ça aussi on le couple avec le foin, avec le ramassage de l'herbe pour faire du paillage. Mais la vitesse de croisière c'est 5 à 7 hectares. Ouais. D'accord. Et on a quelques chèvres également? Oui, on a quelques petites chèvres. Alors ça en fait les petites chèvres c'était le petit clin d'œil parce que c'était nos premiers animaux de compagnie. Quand on avait fait nos autres projets avant, on avait intégré 2 chèvres dans le jardin pour nettoyer parce qu'on était occupé à faire la maison et on n'avait pas eu le temps. Donc ça c'est le petit côté un peu sentimental et pédagogique. Donc voilà, on a des petites chèvres naines à la maison. Ouais. Et en termes de production, toi, t'es pas sur de la production laitière ou de lait, non? Non, la brebis, alors on est sur de la race solognote, qui est une race rustique, qui était en déperdition. On avait que 3000 têtes en France il y a assez peu de ça. C'est une race qui valorise très bien la végétation ligneuse et qui est assez rustique, mais on est sur une production donc forcément de viande, parce que tous les agneaux mâles qui naissent, on peut pas les garder à l'exploitation parce qu'on ferait de la consanguinité. Donc eux partent pour la consommation. Et puis les femelles restent ici à la ferme pour continuer à développer le cheptel, ou pouvaient être vendues en animaux vivants pour d'autres sites. Donc voilà, donc c'est la production viande. L'autre atout, forcément, c'est la gestion de l'herbe et la fertilisation du sol, qui a vraiment autant de valeur, j'ai envie de dire, sinon plus que la simple production de viande. C'était pas dans l'idée forcément de faire de la production de viande en tant que telle. L'idée c'était d'intégrer le mouton dans le paysage et de trouver
toutes les fonctions qu'il pouvait nous apporter. Donc il a cette fonction d'entretien forcément. Il nous aide beaucoup donc pour la fertilité comme je le disais, donc soit en direct, là comme on dit, là ils sont en train de manger et puis ils fertilisent le sol en même temps. Quand on les met en bergerie, on travaille en laitière cumulée, donc on a quand même du compost assez intéressant qui est plutôt je dirais du fumier, donc qui est assez pauvre, donc qui est plutôt intéressant pour de la couverture du sol plus que de l'enrichissement direct. Après on a une production de laine qui est assez intéressante aussi, qu'on peut transformer avec du feutre en semelle pour mettre dans vos bottes, on peut en faire des plaids, ou plus grossièrement en paillage qui fonctionne aussi très très bien. L'autre fonction qu'elle nous propose, parce que c'est vrai que les soloniotes sont des vraies défricheuses, elles travaillent, parce que là on n'a pas tout le cheptel, en tout j'ai environ 100 têtes, j'ai une autre partie du troupeau qui est sur un autre site de 5 hectares où je pratique aussi un peu d'éco-pâturage, donc voilà, donc là elles travaillent aussi en prestation, ces gentilles brebis pour moi, pour nettoyer les espaces chez des particuliers. Et puis bien sûr elles font aussi un petit peu le trio interaction entre j'ai envie de dire le berger, la brebis et le chien, parce que forcément ici on a intégré le chien de troupeau qui nous permet de déplacer les animaux d'une pâture à l'autre, et forcément en même temps on entraîne les chiens à comprendre, leur apprendre leur métier. Donc du coup les brebis, de par leur déplacement obligatoire avec des systèmes de pâturage tournant ou dynamique, et le chien a bien sa place, donc voilà, ça nous permet d'entraîner aussi les chiens. Question très simple, pourquoi du pâturage tournant dynamique, ça sert à quoi? Est-ce qu'il suffirait pas juste de les mettre dans un grand champ ça? Non, disons qu'en fait c'est pour valoriser au mieux la production de l'herbe, c'est-à-dire que si on mettait les animaux simplement sur une seule superficie, déjà d'une on aurait des problèmes de parasitisme parce qu'avec leur déjection on a les vers qui s'installent, donc on aurait des soucis là-dessus. Et puis après l'idée c'est de maximiser en fait la gestion de l'herbe. Donc pour une bonne herbe en fait on essaie de pâturer sur des stades très très courts. Donc en fait une bonne pâture entre 5 et 7 cm, on est vraiment sur la bonne pâture. Donc l'idée en fait c'est simplement de pas gâcher l'herbe, donc c'est pour ça qu'on les fait tourner très rapidement, donc voilà, d'un point de vue sanitaire et gestion d'herbe quoi. Elles sont en pâture toute l'année? Oui, ici elles sont vraiment, alors sur tous les sites elles sont en plein air intégral, elles sont en plein air intégral. Par contre, on leur laisse quand même à disposition. Alors on voit derrière, on a une zone arborée forcément, donc c'est un petit peu leur bergerie quoi. Donc forcément, les brebis ont besoin d'un habitat et d'abri pour se couper du vent. Donc là, on a une petite zone naturelle. C'est une ancienne fosse qui a été creusée. Et donc on peut laisser les brebis sous les arbres tranquillement. Et puis après on a aussi une autre petite bergerie, mais là c'est plus un libre accès et ça nous permet aussi de les nourrir au foin pour garder le foin à l'abri. Mais là encore une fois c'est elles qui choisissent quoi. Donc elles peuvent tout à fait faire leurs agnelages parce qu'elles font leur naissance en extérieur, en intérieur comme en extérieur. D'accord. Et est-ce qu'il y a des intrants au niveau de la nourriture? C'est au moins la pierre à sel, il me semble. Ouais, c'est ça. En fait, pour bien gérer les moutons, il faut donc bien sûr l'eau, la pierre de sel, ça c'est vraiment pour leur apporter les minéraux dont ils ont besoin. Et puis après, avec le système, comme je le fais ici, c'est un système tout terme. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'implanter une prairie permanente, très riche en trèfle qui va fixer l'azote. Et ça, c'est vraiment aussi le trèfle, une matière très azotée, très riche. Et avec ça, on peut se passer facilement de grains de céréales. Et ça, forcément, on le coupe aussi avec une production de foin. Donc voilà, ça c'est le foin de l'année. Donc là, on est sur du 70% trèfle. Donc là, il va falloir rationner correctement parce que c'est vraiment très très riche, quoi. D'accord. Et l'eau d'ailleurs, comment est-ce qu'elle arrive? Quelle quantité est-ce qu'il faut? La quantité d'eau est variable forcément en fonction de la météo. Sur des périodes comme ça ombragées, là on a eu des orages, donc là elles vont quasiment pas s'abreuver parce qu'elles vont trouver l'eau dans la végétation. Après, en période vraiment plutôt sèche, une brebis peut boire 1 litre d'eau facilement dans sa journée, quoi. Ouais.
Ça aussi dépend aussi de sa production, c'est-à-dire que si elle est en phase de gestation et qu'elle a une production de lait, elle va forcément boire un petit peu plus, mais voilà, on est entre 1 et 2 litres d'eau. C'est via des abreuvoirs qui sont répartis dans les pâtures? Ouais, alors on a un abreuvoir qui est sur l'autre pâture là-bas et qui était aussi sur l'autre site. Tu pourras l'apprendre tout à l'heure. Là, c'est simplement une cuve de 1000 litres avec il existe des abreuvoirs très très simples qui sont ce qu'on appelle à niveau constant. Donc voilà, le niveau d'eau se fait tout simplement. On a juste à remplir la cuve de 1000 litres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Après ici c'est la zone de contention et de tri des moutons. Donc voilà, c'est un petit aménagement que j'ai fait de manière un peu expérimentale. En fait par exemple quand on a sur un cheptel de moutons par exemple, tous les 5 ans on a besoin de faire ce qu'on appelle les tests de brucellose. Donc on doit manipuler une par une tout le cheptel. Donc du coup là j'ai fait un petit système de contention avec ce qu'on appelle un couloir. Toutes les brebis rentrent à l'intérieur. Et ça me permet de les attraper une par une, avec au bout là-bas ce qu'on appelle un trieur. Donc voilà, là ça permet de pouvoir séparer les mâles, les femelles, les brebis ou les agnelles, quoi. Donc ça nous sert pour les tests sanitaires quand il y a besoin. Ça nous permet de séparer une brebis qui aurait besoin de soins pour la mettre en infirmerie, pour faire le tri des agneaux, quoi. Voilà, c'est une zone un petit peu expérimentale. Là, je suis en train vraiment d'essayer de définir l'endroit optimal pour faire cette zone de contention. Donc là, je l'ai fait ici en mode mobile. Je fais mes essais. Et puis quand je serai vraiment satisfait, je vais vraiment définir l'endroit fixe de cette zone-là. C'est pas mal d'échafaudage détourné. Oui, c'est vrai que c'est un peu en mode récup. Hein. Tout ça, c'était fabriqué avec des plateaux d'échafaudage. Donc ça pour la petite histoire, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que moi j'aime bien dans le système de ferme essayer de dégager du temps. Je passe un peu de temps sur le bon coin des fois à chercher les bonnes opportunités. Et c'est vrai qu'il y a une journée où j'avais besoin de trouver du matériel pour fabriquer mes chenilles pour les chiens. Et je cherchais en fait un système pour faire ces couloirs-là. Et puis un beau jour, voilà, je tombe sur une annonce toute bête sur le bon coin avec des grilles à 20 € à vendre. Et en fait, je suis tombé sur un vieil entrepôt rempli de plateaux d'échafaudage et le monsieur qui vendait devait tout évacuer. Il avait plus de 2 semaines pour tout évacuer. Son racheteur l'avait planté pour des coûts de transport. Et donc voilà, je suis arrivé au bon endroit, au bon moment. Et donc voilà, je suis revenu avec pas mal de plateaux d'échafaudage qui me permet en fait de faire des aménagements comme ça dans la ferme, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est simplement un abreuvoir, ce qu'on appelle à niveau constant. Donc c'était les systèmes que je cherchais justement pour abreuver les moutons simplement. Parce que j'ai passé beaucoup de temps en fait à les nourrir avec des seaux et des bouts de bassines et je passais mon temps à venir ramener de l'eau. Et donc j'ai fini par trouver la solution avec simplement une cuve de 1000 litres, un petit tuyau raccordé sur ce petit abreuvoir qu'on trouve sur internet pour quelques dizaines d'euros. Et là simplement on a un niveau constant avec un petit flotteur à l'intérieur qui fait que l'eau est présente en permanence. C'est l'eau pluviale, ce qui en est là, le tanker est ouvert sur le dessus, qui rentre et c'est tout. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Alors ici on a la tarup, la zéro pâture comme on l'appelle. Donc ça c'est la petite sœur des ensileuses. Ça c'est du vieux matériel qui a été oublié quand toutes les machineries agricoles et la modernisation est arrivée. En fait ça c'est un outil très simple qu'on peut atteler sur un tracteur. Moi j'ai un petit 40 chevaux quoi, hein. Et donc en fait ici on vient simplement atteler le tracteur à cet endroit-là avec la prise de force. À l'arrière ici on va intégrer la petite remorque qui est au fond. Et là sur cette zone là en fait c'est simplement des broyeurs à fléau simplement, des couteaux qui viennent tourner. Et on vient avancer dans le champ comme ça. Et là ça va broyer l'herbe, ça va l'aspirer. Et avec la goulotte ça va tomber directement dans la remorque. Donc en fait ça je m'en sers pour les déprimages au printemps. Donc en fait quand on a les premières repousses, l'idée en fait c'est vraiment de broyer l'herbe environ à 5 à 7 cm
pour pouvoir enlever les adventices. Par exemple, cette année, on a eu pas mal de repousses de rodoncules ou de ravis sauvages qui commençaient vraiment à prendre de l'ampleur sur le trèfle. Et donc avec ça, j'ai pu tout nettoyer, sauf que au lieu de le laisser sur place, je l'ai ramassé. Et donc du coup, forcément, ça m'a fait énormément de matière pour pailler les jardins, mes buts de culture, quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, avec un outil comme ça, dans le champ qu'on voit, avec un tour de champ, je ramassais l'équivalent de 2 tonnes d'herbe qui vous permettait de pailler une sacrée bonne surface non négligeable. Et l'avantage, c'était multifonction parce que ça tombe vraiment à un moment où on a besoin de pailler les jardins, les fruitiers, etc. Et ça tombe au moment où on a besoin justement de ce qu'on appelle déprimer forcément les pâtures. Donc on est vraiment sur un atelier multifonction parce que je fais mon déprimage et en même temps je fais mon paillage, quoi. Le parcours des cochons, c'est situé ici. Et vous voyez, on voit ici ce fossé qui est positionné le long d'une courbe de niveau. Alors pourquoi cet aménagement? C'est ça. Alors du coup ici il y avait plusieurs choses. C'est que déjà d'une on avait ici le parc à cochons. Et forcément les cochons produisent du lisier. Donc du coup on a voulu pouvoir récupérer ce lisier quand on avait le sol qui se lessivait. Donc du coup avec ce fossé là on peut tout récupérer dans toutes les mares. On a plusieurs mares qui alimentent le jardin derrière en eau chargée. C'est quand même une sacrée alternative au caillebotis. Hein. Complètement. Et donc ici ça a été fait vraiment sur ce qu'on appelle les courbes de niveau. Donc les courbes de niveau, voilà les zones qui sont à peu près plates sur une zone donnée. On a aussi raccordé toutes les eaux du bâtiment qui convergent par ce fossé là et qui alimentent encore une fois toutes les eaux des mares, quoi. Et à côté ici en fait on a toute une butte permanente avec l'intégration de fruitiers. Donc là en fait simplement on entoure en fait toute la zone des poulets. Alors toute la zone des poulets, vous me direz d'ailleurs c'est du maïs, mais comme j'expliquais, on travaille en rotation. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment entouré cette zone-là avec des strates arbres et derrière en fait on fait pâturer les poulets sur des surfaces d'environ 400 mètres carrés. On fait pâturer environ 80 poulets pour 400 mètres carrés. Mais quand on a fait une rotation, les poulets ont déjà bien tout nettoyé. Donc on n'a plus du tout de végétation après une rotation de poulets. Par contre on a une fertilisation super intéressante. Donc du coup pour la rotation suivante, là cette année on a implanté un maïs directement et les poulets sont sur d'autres zones qui à leur tour sont en pâture, quoi. Alors tu cultives de la consoude visiblement. Oui, on peut dire que je cultive de la consoude. Disons que ça a été c'était pas vraiment prévu à l'origine. Disons que ça s'est fait en observant le terrain. En fait ici on était sur une zone, donc là on est encore dans les parcelles de poulets que je vous expliquais tout à l'heure. On était sur une zone hyper fertile, assez tassée, et en fait j'avais plutôt un champ de rumex ici, quoi. Le rumex il est intéressant avec ses racines pour faire de la teinture végétale ou autre chose, mais moi pour ce que je voulais en faire ça m'intéressait un petit peu moins. Donc j'ai vraiment cherché toutes les solutions pour remplacer ce rumex là, et j'ai vite compris que c'était pas possible. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré intégrer du coup un autre élément, donc qui était la consoude. Donc là on a vraiment planté dans les règles de l'art la consoude. Donc là on est sur la Booking 14, je pense que vous connaissez. Et donc là on s'est rendu compte avec le temps que la consoude a vraiment pris le dessus sur le rumex. Alors ce qui a été un peu compliqué au début, c'était pour que la consoude prenne le dessus sur le rumex et sur l'herbe. On avait fait plusieurs essais qui était de nettoyer tout autour des pieds, etc. C'était un peu fastidieux. Parfois je suis un peu feignant et je cherche à aller au plus vite. Et le meilleur essai que j'ai fait, ce qui a fonctionné, ça a été de tout raser avec une tondeuse simplement. Et en fait la consoude elle a vraiment la particularité de travailler en racinaire, quoi. Donc plus je l'ai coupée, plus elle a travaillé en racinaire et après elle a repoussé de plus belle. Et en fait avec 2 coupes rases d'affilée en saison, on arrive là du coup après les pluies d'orage avec une consoude qui est implantée, quoi. Je dis souvent que la permaculture c'est de la fainéantise intelligente. C'est ça. Alors, ok, donc ça c'est de la consoude et à côté. Ici, voilà. De poulet. Alors là on est plus sur la poule pondeuse là en ce moment. C'est vrai que voilà ici
C'est toujours en mouvement, toujours en rotation. Donc là c'est un autre parc toujours sur les dimensions de 400 mètres carrés. Donc là pour le moment c'est les pondeuses qui pâturent dedans. Donc voilà, là on leur a mis leur petit poulailler avec les trappes automatiques à détection de lumière. On a au fond la petite mangeoire improvisée qui marche très très bien avec une portoire et puis une cuve découpée. On a mis une ombrière parce qu'ici l'idée c'est d'implanter les arbres. Mais bon, pour avoir une production, il faut travailler assez rapidement pour que ça fonctionne. Donc on a fait le choix en fait de rajouter une ombrière rapidement en attendant que les arbres poussent. Et puis à côté, voilà, on a mis l'abreuvoir simplement qui nourrit nos poules. Donc là, on est en rotation de pondeuse jusqu'à la sortie de l'hiver. Là, vous voyez la végétation. Et puis après, je pense qu'on partira sur une culture, on fera sûrement un paillage ou un engrais vert pour la saison prochaine. Et puis les poules iront autre part dans le futur poulailler mobile qu'on est en train de construire. Ok. Dans ton système, les poules pondeuses, tu les prends à quoi, 16 semaines? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors on a fait plusieurs essais sur les pondeuses. On a essayé les pondeuses de réforme qui sortent à 1 an. Sortie de cage, on a fait ces essais là, mais sinon en termes général, on les prend entre 16 et 20 semaines. Ouais. Tu les gardes jusqu'à quel âge? Pour le moment, je les garde tout le temps. j'ai du mal à laisser partir. Après c'est vrai que c'est la réalité, les difficultés un petit peu de l'élevage. C'est de savoir où on démarre et où on s'arrête. Pour le moment, je les ai jamais fait partir, mais bon, en termes général, je pense qu'on commence quand même à voir une baisse de ponte passer une année, quoi, quand même. Donc voilà, après c'est propre à chacun de voir comment il fonctionne. Après, il y a des tests simples en observant les oviducs des pondeuses pour savoir si elles pondent ou pas, quoi. Donc je pense que, sans parler de l'âge, en observant les poules, on peut tout de suite savoir à quel moment il faut réformer ou pas. Voilà les poulets, donc là on est sur une fin de rotation de poulets. Donc là vous voyez on les a mis donc pareil sur la même échelle, sur encore les 400 mètres carrés pour les 80 poulets. Donc là on est à la fin, donc là on voit qu'ils ont vraiment rasé et ratiboisé toute la surface. Donc là ceux-là vont partir d'ici une semaine. Là on est sur de la race Cougnou rouge, donc on a le Cougnou rouge et le Cougnou noir. C'est les races qui sont utilisées plutôt pour leur résistance et leur croissance lente. Donc tout ce qui est connu, on l'utilise vraiment pour la croissance lente et la qualité de la chair un peu plus ferme. À l'inverse du Cougnou blanc traditionnel qui a vraiment des pousses rapides. C'est ce que les poulets de batterie, c'est ça, c'est du Cougnou blanc. Pour vous donner un peu un ordre d'idée l'élevage du poulet. Sur du poulet blanc que vous allez trouver en batterie, ils sont abattus à l'âge où moi je les démarre, quoi. Pour donner une idée, quoi. À quel âge du coup? En fait sur 6 à 9 semaines le poulet en batterie va partir et moi il va le démarrer parce que moi je pars sur du poulet démarré ici parce que je préfère travailler avec une voisine professionnelle qui elle gère la poussinière. Moi je suis pas encore en place pour gérer la poussinière. Ça c'est des pistes d'évolution plus tard pour le système, mais pour le moment moi je les prends comme ça et on va les garder 100 à 120 jours. En fait un poulet, simplement c'est qu'il n'a pas encore atteint sa maturité sexuelle. Donc en fait pour la consommation le poulet est abattu avant la maturité sexuelle. Donc en gros avant que la poule se mette à pondre des œufs ou avant que le coq se mette à chanter, quoi. T'as combien de bandes? Quelle taille de bande? En fait, pour notre système AMAP, nous, on fait 12 rotations de 80 poulets par an et on alterne tous les 21 jours. Donc tous les 20... tous les 21 jours. C'est ça. Tous les 21 jours, il y a un lot qui rentre et un lot qui sort. Ça nous permet en fait d'avoir un vide sanitaire l'hiver. Donc le fait de travailler tous les 3 semaines plutôt que toutes les 5 semaines, ça nous permet d'être au repos de février à mai. Donc là on voit la mangeoire, c'est bien affairé. Ouais, alors là oui, l'abreuvoir, voilà, ils sont à fond. Et puis la mangeoire qui est au fond, je peux t'en sortir une s'il y en a qui cherchent à... Bon, t'es sur, c'est un abreuvoir siphoïde?
Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est du niveau constant qui est plugué sur une cuve là-bas. Voilà. D'accord. Et cuve qui elle-même est alimentée Alors cette cuve-là, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore mis les gouttières, mais l'idée après ça va être de mettre les gouttières. Mais en fait on a une récupération d'eau de pluie du bâtiment qui est intégrée en sous-sol. Et puis du coup on l'alimente. Donc en fait on récupère les eaux du bâtiment. Elle tombe dans une récupération de 5000 litres et le trop-plein repart dans le système que j'expliquais tout à l'heure. Voilà. D'accord, donc pour l'approvisionnement en eau, ça peut se passer uniquement en eau pluviale, évidemment. Ça peut se passer en eau pluviale tout simplement. Il suffirait d'installer les gouttières. Mais c'est que là, c'est les premiers essais de poulailler. En fait, on avait fait une récupération de caissons de camion et on est vraiment sur un toit plat. C'est vrai que pour récupérer l'eau, c'est un peu délicat. Voilà, c'est les pistes d'évolution. Nous, pour le système, c'est vraiment de partir 100% sur du poulailler mobile avec les récupérations intégrées directement, quoi. Okay. Leur alimentation, c'est du grain que toi tu prends Ouais, alors nous en fait l'alimentation, en fait on se fait livrer dans un silo qu'on a mis là-bas. Nous on commande à l'UFAB. Voilà, c'est un organisme qui propose l'aliment 100% biologique et c'est cette même entreprise avec laquelle j'ai rencontré mon technicien qui nous conseille pour la gestion des pâtures, pour l'achat des semences. Donc voilà, donc là on est sur un aliment 100% poulet bio, auquel on complémente en fonction des saisons avec les résidus de jardin, avec l'ensilage d'herbe. Quand on travaille au déprimage, on paille les jardins et puis on va leur donner un petit peu aussi d'herbe en complément, quoi. Alors ici, donc on est vraiment sur la zone maraîchage vraiment 100% manuel. Donc ici on a fait un mandala plutôt onde qu'on appelle. Donc là on est sur une surface d'environ 100 mètres carrés. Donc là on intègre, alors là on est en fin de saison, on a encore nos cultures de poireaux intégrées avec les carottes au centre qui sont restées là. Quelques choux qu'on a gardés pour la famille. On avait un précédent d'engrais verts à l'intérieur pour enrichir le sol. Et puis là on arrive à la saison où on va reconstruire toutes les buttes pour l'hivernage, quoi. Et là-bas, on a une spirale d'aromatique géante. Ouais, voilà, là-bas c'est la spirale d'aromatique. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné la spirale et qu'on a complètement tout empierré. Voilà, pour maximiser un maximum la captation des rayons du soleil, pour garder tout ça au chaud. Donc là on a intégré une multitude de plantes aromatiques et médicinales, voilà, auxquelles on a couplé avec une petite structure en charpente autoportée. Alors là c'était pareil, c'était un essai. J'étais à peine chaud pour tout de suite le faire en chaîne. Donc du coup j'ai simplement récupéré des tubes de PVC. Donc en fait c'est les tubes de PVC qui servent dans les maraîchages industriels. Et donc voilà, on a fait un premier essai réussi de charpente autoportée qui marche très bien. Donc voilà, on est bon pour la phase 2, pour la fabriquer en bois. Et plus à droite, on a un potager avec une disposition un brin plus classique. Voilà, un brin plus classique. Donc là on est sur les fameuses buttes de culture. Donc là on est sur des planches d'environ 20 mètres de long sur 1,40 m de large. Donc là on a fait les essais un peu à la forêt où on enterre le bois. Donc là on a décaissé la terre végétale, on a bien disposé notre bois mort. Et puis on a fait nos couches en lasagne, simplement. Voilà, donc là on a fait différents essais en fait en fonction des saisons. Donc on a alterné l'implantation d'engrais verts, le paillage au BRF, le paillage au fumier de brebis. Donc voilà, tout ça varie en fonction des rotations. En premier plan, en fait, on a fait une butte permanente où on a intégré quelques fruitiers. Parce que là, en fait, si vous voulez, dans le dos, on a les vents dominants d'ouest. Donc on a choisi de faire une strate un peu plus haute pour protéger les cultures suivantes. D'accord. Et est-ce
Est-ce que tu as une idée du niveau de production, de quel... c'est une partie des... C'est pour la ADR, c'est uniquement pour la famille ou ça s'intègre dans les paniers AMAP? Ouais, là on est vraiment en fait sur une production d'autonomie familiale. Et voilà, et bien sûr on a pas mal de surplus qui nous servent dans les paniers pour nos AMAP qu'on propose à nos adhérents voilà, qui viennent chercher leurs produits. Là maintenant, au niveau de la pergola mare. Alors c'est un nouveau concept. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ouais, en fait ici l'idée c'était vraiment de recréer une zone zéro dans le potager. Donc du coup on a fait un chantier de scierie mobile l'année dernière, donc du coup on s'est retrouvé avec énormément de surplus de planches de brut de sciage comme ça. Et en fait l'idée c'était donc de faire cette zone sur la mare, de manière d'une à la sécuriser pour les enfants, parce qu'ici voilà on est dans un système où les enfants sont les bienvenus. Donc l'idée c'était vraiment de sécuriser ça, de se faire un spot zéro au frais au niveau du jardin. Donc en fait, donc là on est en fin de saison, mais en fait ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on plante toutes les courges et toutes les plantes grimpantes à l'intérieur sur la berge de la mare qui viennent grimper et qui viennent nous ombrager tout le système quoi. Toute la structure, elle est au-dessus d'une mare. Voilà, c'est ça. Toute la structure est au-dessus de la mare, ce qui nous permet en plus de garder la fraîcheur de la mare en été, permet aussi de limiter l'évapotranspiration de la mare, quoi. Changement de décor. Nous sommes dans la serre. Ok. C'est une serre assez ancienne, enfin c'est plutôt des vieux modèles puisqu'on voit ces châssis métal avec des parois épaisses en verre. Ça sert à faire de la production, les semis de l'année. Ouais, c'est ça, ça sert à faire les départs de semis. Et là, le Rocket Stove. Alors, tu pourrais nous dire un peu plus sur le modèle? Ouais. Ouais, alors ça c'est un petit trip qu'on s'est fait un dimanche avec mon collègue. Donc là en fait on s'est inspiré des systèmes polyflammes qui existent. Donc le système polyflamme c'est des systèmes où on peut faire des foyers intérieurs et extérieurs. Donc là en fait sur ce système là on fait donc le foyer à l'intérieur et on règle le tirage avec les plaques qui sont amovibles comme ça. Et donc voilà, le foyer part à l'intérieur et réchauffe les 100 litres d'eau qui sont ici. Donc là en fait simplement c'est juste un vieil insert qu'on a simplement posé sur le côté à l'envers. Et voilà, ce système avec la masse thermique nous permet de garder la serre hors gel pendant les périodes. Là cette année quand on avait du -2 dehors, on l'a fait turbiner, en fait on a envoyé l'eau à 100 degrés. Avec les résidus de bois qu'on trouvait, on a réussi à garder la serre à 5 degrés au plus bas de la journée, en sachant qu'on avait encore 22 degrés à 21h le soir, quoi. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir hors gel et d'avoir pu booster les petits semis au démarrage. Ok, donc toi tu es sur quel mode de commercialisation? Alors nous on est sur un mode de commercialisation un peu type AMAP, c'est-à-dire qu'on a fait le choix, nous l'idée c'était donc de nourrir 50 familles. En fait en début de saison on propose nos produits en système d'abonnement à toutes nos familles. Donc en fait on a 50 places tous les ans et les personnes viennent s'abonner à des systèmes de formules, donc ça va être des formules sur un poulet toutes les 3 semaines ou des formules poulet, colis de porc et colis d'agneau avec des suppléments à œufs aussi par exemple. Et en fait, c'est un système qui nous permet d'avoir une visibilité au niveau de la trésorerie sur toute l'année et de nous laisser le temps de simplement les produire plutôt que d'aller chercher des clients et de travailler sur la commercialisation, quoi. D'accord. Donc on va dire tout l'apport de trésorerie de l'année, il se fait au démarrage. Il se fait au démarrage, c'est ça. Et puis c'est vrai que pour nous, c'est réconfortant en fait d'avoir des... En fait, c'est pas vraiment des clients pour nous, disons que c'est des familles, c'est des adhérents qui viennent aussi soutenir un projet. Donc c'est vraiment un côté réconfortant de se sentir accompagné par des familles. Et ça n'a pas été trop compliqué de trouver d'ailleurs? À vrai dire non, parce qu'en fait, dès la première année, en fait, on a simplement fait un petit appel à notre entourage proche, une petite vidéo rapide. Et en fait, dès la première année, on s'est retrouvé avec 38 familles adhérentes dès le début.
Et dès la deuxième, en fait, on avait rempli tous nos contrats, quoi. Ok. Alors, au niveau du modèle économique, puisqu'on parle de ça, là, on est donc sur une comptabilité qui se fait annuellement. Là, quand on a fait l'arrêté des comptes pour la période de mars 2019-mars 2020, on était sur 29 000 euros hors taxe de chiffre d'affaires. Ouais. Et c'est entre 7 et 6 000 euros de BE. De BE, ouais. Alors, je vais préciser. Donc, EBE, excédent brut d'exploitation, c'est un terme de comptabilité agricole. Pour faire très simple, c'est quand on prend la totalité de ce qui rentre en termes d'argent dans l'entreprise agricole, donc les aides, si tant est qu'il y ait des aides, et le chiffre d'affaires. Et à ça, on enlève les charges fixes et les charges opérationnelles. Donc, ce qui nous laisse cet excédent brut d'exploitation, il va servir soit à payer les remboursements d'emprunts à la banque, soit à verser des salaires, soit à épargner. Et je trouve que c'est un bon indicateur, puisque plus intéressant à mon sens que la notion de salaire, puisque en tant qu'indépendant, à la fois, libre à nous de définir la façon dont ce qu'on fait de cette marge bénéficiaire. Et donc ça donne ce tableau d'ensemble. Après toi, tu es sur une perspective pour 2021 on est sur plus importante. Oui, on est sur une perspective plus importante parce que c'est vrai qu'on a pu utiliser des savoir-faire qu'on faisait ici, à savoir l'atelier chien de troupeau que j'ai pu me découvrir sur place. Et donc je développe en fait un peu de prestations extérieures. Donc, je travaille avec un bon copain, Quentin, qui développe une activité d'éco-pâturage. Donc qui propose des solutions de nettoyage par les moutons naturellement pour nettoyer les espaces verts. Et donc voilà, je fais un petit peu de prestations extérieures. C'est l'avantage aussi d'avoir une structure juridique. Moi je suis en entreprise individuelle et donc c'est un système qui permet de pouvoir bosser aussi à l'extérieur. Donc en fait simplement on peut réaliser 50% du chiffre d'affaires à l'extérieur. Et à savoir que chaque année, quand le chiffre d'affaires augmente, on reprend toujours 50% du chiffre d'affaires global. Donc, ce qui fait que plus on évolue sur le temps, plus on peut aussi travailler à l'extérieur, dans la limite des 50 000 euros. Donc voilà, donc cette année, on part pour une année plus intéressante, quoi. Ok. Donc justement au niveau juridique, tu évoques que tu es situé en entreprise individuelle. Voilà. C'est le type de structure effectivement très courante. Tu as choisi ça parce que... C'est ça, en fait, nous l'idée en fait c'était de trouver une structure juridique qui soit la plus simple possible et on avait le plus de liberté possible, quoi. Donc nous l'idée c'était ça, simplicité et liberté. Donc rapidement on s'est tourné vers l'entreprise individuelle et le statut qu'on appelle de cotisant solidaire. Donc en fait, cotisant solidaire, c'est un statut qui permet en fait d'accompagner les jeunes agriculteurs pour se lancer. Donc en fait, on a des charges complètement réduites au niveau des cotisations. On paye juste des cotisations sociales qui sont calculées en fonction de notre chiffre d'affaires. Voilà. Tu dois être sur le régime fiscal micro-BA, j'imagine. Alors non, on n'est pas en micro-BA. On est au réel, on est assujetti de TVA et on est quand même au réel, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, donc on a fait le choix là et c'était le plus simple parce que on est assujetti TVA et on paye vraiment en fait nos cotisations en fonction de ce qu'on fait. Donc c'était assez stratégique dans ton cas de figure parce que ça permettait le fait d'être assujetti à la TVA de récupérer la TVA payée sur tous les investissements réalisés. C'est ça, parce qu'on est dans des constructions de lieux, quoi. Hein. Si on prend à l'échelle d'une création d'un verger, on a beaucoup d'investissements pendant plusieurs années pour avoir les fruits plus tard, quoi. Donc là, on est vraiment dans une phase d'investissement, donc ça reste intéressant d'avoir la TVA. Et je crois qu'en micro-BA, je ne crois pas non plus qu'on a la possibilité de faire la prestation extérieure. Si, on peut, c'est pas lié au régime fiscal micro-BA, c'est lié après au type d'entreprise. D'accord, ok. Ok. Et ça change rien, en EI, on a toujours la micro-BA. Dans le cas d'une EI, on a la possibilité d'aller jusqu'à 50% du chiffre d'affaires fait en prestation de service. D'accord, ok. Effectivement, après un porteur de projet, par défaut, lorsqu'il s'installe en agriculture, il est en franchise de TVA. Donc, il n'y a pas de TVA qui s'applique sur son activité.
Mais il y a tout à fait la possibilité d'opter pour l'assujettissement à la TVA. C'est vrai que c'est quand même une option à regarder parce que ça peut permettre de récupérer la TVA que l'on a versée lors de tous les achats, notamment tous les investissements qu'on doit faire lors du démarrage. Donc il y a la question du code APE qui se faisait. C'est ça, parce qu'en fait, on veut faire une ferme, ce qu'on dit en permaculture, une micro-ferme diversifiée, mais il faut quand même savoir qu'il faut rentrer dans les cases, quoi. On n'a pas le choix, il faut trouver ce système-là. Et donc, nous, le système le plus simple, c'était d'avoir un code APE qui s'appelle la culture et l'élevage associés. Et c'est ce qui nous permet de faire plusieurs types de cultures et plusieurs types d'élevage de manière associée. D'accord. Et pour être complet sur les aspects administratifs, tu as dû demander l'autorisation d'exploiter ou non? Non, au démarrage. Non, au démarrage, moi le parcours était un peu atypique. En fait, je me suis lancé directement comme ça. Donc pour être très concret, j'ai pas fait de diplôme agricole. Voilà, je me suis lancé simplement. Donc on a acquis le lien ici. Et j'ai simplement monté une entreprise individuelle. Hein. J'ai rempli mon formulaire, envoyé au CFE. Et c'était parti. Est-ce que pour conclure, tu aurais des conseils d'ordre très général par des gens qui sont intéressés par l'installation agricole, forcément avec ton type de système? Les grandes questions, c'est donc surtout déjà comment est-ce qu'on se forme, quelles sont les choses à vraiment faire et aussi les choses à vraiment ne pas faire, d'après ton retour d'expérience. Ok, bah écoute, les conseils que je pourrais donner déjà, c'est de continuer. Si vous avez déjà la conviction de vouloir vous lancer dans quelque chose, c'est vraiment d'en être vraiment persuadé, continuer à étudier, continuer à lire. Après, passer le cap d'aller vous former, d'aller rencontrer du monde, d'aller sur le tas pour vraiment avoir des retours d'expérience concrets. Je pense quand même une petite formation, un petit CCP, un petit truc quand même, me paraît quand même vraiment important à gérer. C'est ce que nous on a fait et ça fait vraiment une partie des choses qu'on ne regrette pas du tout et qui nous ont aidé à démarrer. L'autre chose, je dirais que c'est vous écouter en fonction de votre façon de travailler, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous des profils différents. On a des profils créatifs ou d'autres profils qui sont très littéraires et qui aiment bien travailler sur chiffres, etc. Donc déjà bien le cerner et vraiment appuyer ces qualités que vous avez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là tu as commencé déjà un peu à développer, mais aussi qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi, ce qu'il faut ne pas faire et faire aussi, c'est ça qui est délicat dans la permaculture, c'est que je dirais essayer de pas trop s'éparpiller, mais en même temps réussir à se laisser un peu de place pour les opportunités. Après, je pense que c'est vraiment du travail de mental. Surtout faire attention, je pense, à votre énergie. Enfin voilà, l'énergie humaine. Moi, j'ai fait l'erreur de vouloir démarrer vraiment tête baissée dans une idée de non mécanique. Et je me suis retrouvé pendant 2 ans avec ma brouette dans la boue à nourrir les animaux. Et j'ai vraiment failli laisser mes plumes pour ça, avant de me décider à partir avec un petit motoculteur et un petit tracteur, quoi. Donc pour moi, sur ma part, sur des échelles de ferme comme ça, il faut soit tout de suite avoir des compétences pour la traction animale ou vraiment s'orienter dessus, ou soit partir sur une petite mécanisation pour vraiment vous gagner du temps et garder de l'énergie pour autre chose, quoi. Voilà. Ok. Donc toi, c'était un tracteur 40 chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai démarré moi avec simplement un petit motoculteur. Okay. Déjà à 11 chevaux, on peut déjà atteler une petite remorque pour transporter qui bascule automatiquement. Mais rien que ça, vraiment, ça a été un petit peu une petite révolution. Et après, pour une échelle de ferme comme ça, un petit 40 chevaux, là c'est un petit Renault qui marche très bien, fait vraiment un très bien boulot. Merci à l'Oasis de la Chaumière pour ce reportage. Si vous êtes intéressé par le domaine agricole, je vous propose la formation Créer sa ferme en permaculture en version numérique et en version présentielle sur mon site atelierfertile.com pour pouvoir balayer tous les volets de l'installation agricole. Merci à vous pour ce visionnage et à bientôt.